Sophie Barre d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je te présente brièvement. C'est surtout tes tips, tes trucs et astuces intéressent beaucoup de personnes. Excusez-moi, je vais enlever mon téléphone qui bip. Notamment pour l'égalité des genres dans le secteur hospitalier et toutes les opportunités qu'on peut avoir et qu'on peut faire. Et quand on en avait discuté, tu m'avais dit plusieurs choses, et notamment que, et c'est vrai, nous, c'est ce qu'on entend beaucoup en tant que HKIN qui va intervenir dans les établissements et qui peut mettre en place le plan d'égalité des genres, que c'est souvent pas le moment parce qu'il y a une urgence, pas le moment parce qu'il y a autre chose à faire, pas le moment parce qu'on n'a pas les référents, pas le moment. Et en fait, c'est toujours le moment, ça tu vas nous en parler. Et donc, tu es directrice d'hôpital et surtout coach en même temps, ce qui est quand même pas fréquent. Et tu as un vrai savoir-faire dans ces deux domaines. Et tu as fait un passage à Tuire, qui est l'établissement qui a été en premier à avoir le label égalité. Et ce label égalité, il est difficile à avoir. Il est exigeant. Et donc, tu était presque était un modèle. Hein. Et puis, maintenant, alors je ne veux pas me tromper, tu es maintenant à l'hôpital, au centre hospitalier de Béziers, où tu es directrice adjointe. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais te céder la parole. Tu vas donner à l'ensemble des femmes de santé qui nous écoutent. Et beaucoup d'entre elles travaillent sur l'égalité des genres à l'hôpital. Donc, ce type, ça les intéresse particulièrement. Les leviers, les trucs et astuces que tu as mis en place. Et surtout, on avait parlé de deux grands piliers pour toi qui étaient essentiels et qui n'étaient pas si compliqués que ça à mettre en place, que tu as mis en place avant et qui fonctionnent très bien. Donc, je te cède la parole. The floor is yours pour un quart d'heure. Merci Alice. Merci à toi et à tes équipes de cette invitation à partager mon expérience, hein, puisque moi je suis femme de santé depuis 2 ans, parce que j'ai rejoint ce collectif. Je suis directrice d'hôpital depuis un peu plus de 10 ans et DRH à Béziers depuis 1 an. Et j'ai rajouté que j'étais féministe depuis toujours, je crois, même si je l'ai découvert sur le tard, mais finalement, c'est un peu aussi un fil rouge de mon parcours professionnel, et puis dans ma vie, ça se traduit aussi. Je travaille sur les questions d'égalité pro depuis que je suis directrice d'hôpital, donc depuis un peu plus de 10 ans, et j'ai commencé à travailler très sérieusement ces questions à Tuire, tu l'as rappelé. Je trouve que depuis ces dernières années, depuis que moi j'ai commencé à m'y intéresser, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, de manière très positive, avec une acculturation plus grande de ces sujets, avec des références réglementaires, des choses qui sont obligatoires, qui sont rappelées. Il y a beaucoup de conférences sur ces sujets, il y a beaucoup de rapports, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont là pour accompagner ces réformes, aider les managers, les décideurs, les responsables à faire des choses sur cette thématique. Donc, moi, je me suis dit que j'allais peut-être vous partager autre chose que ce qu'on peut trouver dans tous ces éléments-là. Voilà, il y a beaucoup d'offres de formation aussi, beaucoup d'offres de formation, de conseils, d'accompagnement. Donc, vraiment plein de choses. Mais il y a des petits trucs qui, moi, m'ont été utiles et que peut-être qui pourront servir, en tout cas, à mes collègues ou aux personnes qui sont intéressées par ces questions-là. La première chose que j'ai relevée, c'est qui, pour moi, c'est essentiel d'assumer le rôle et la place de référente égalité. Ou pilote de la démarche égalité, ou missionné sur l'égalité. Enfin, en tout cas, dès lors qu'on a en charge ce sujet-là, la question, c'est vraiment de comment on assume cette place, cette mission, ce rôle-là, parce que c'est finalement pas si simple. Et donc, c'est comment on l'assume par rapport à soi et comment on l'assume dans le contexte professionnel dans lequel on est dans l'établissement dans lequel on travaille. Parce que moi, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a souvent des provocations, par exemple, sur le ton de l'humour, ou pas que sur le ton de l'humour, en disant mais maintenant on va parler que des femmes, et pourquoi, mais de toute façon c'est pas la peine, encore des féministes, ça sert à rien. Et ça, voilà, ou des remarques plus sexistes sur soi ou sur des collaboratrices ou des personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est vraiment
Moi, je ne réponds pas toujours à la provocation, donc je me dis que je ne suis pas obligée non plus, hein, parce que je ne suis pas convoquée à répondre à chaque provocation, mais c'est quand même des choses qui peuvent déstabiliser, qui peuvent être très désagréables, alors que quand on travaille sur l'égalité, on est quand même sur des choses positives, sur un engagement, c'est autre chose qui se joue, mais il y a cet élément de provocation, donc il faut vraiment être clair avec pourquoi on a accepté ou pourquoi on a été désigné sur la politique égalité, sur la notion de référente égalité. Je dirais aussi que ce que moi je constate, c'est que parfois, il faut un peu sortir de la charge d'exemplarité qu'on se colle quand on travaille sur les thématiques égalité, parce que parfois, on ne réagit pas comme on pense qu'on aurait dû réagir, pas assez vite, pas assez fort, pas assez au bon endroit. Et ça, quand on fait face à de la provocation ou à des sujets compliqués, parfois, quand on est gestionnaire, on ne peut pas tout le temps autoriser les temps partiels, par exemple. Alors que c'est en général les femmes qui le demandent, et ça, ce n'est pas possible. Mais comment on arrive à se dire, je suis référente égalité, mais parfois, dans mon boulot de gestionnaire, dans mes responsabilités, je dois aussi tenir compte d'autres contraintes. Et donc, quand on nous renvoie le côté exemplarité, pourquoi vous ne faites pas ça et ça, c'est des choses qui sont difficiles. Donc, il faut vraiment être au clair avec ça parce qu'on n'est en général pas que référente égalité ou pas que pilote d'une démarche égalité. On fait d'autres choses au sein de l'hôpital. Donc, c'est comment les gens viennent vous chercher pour dire, là, l'exemplarité, alors que tu défends des valeurs, tu n'es pas exemplaire. Et ça, il faut vraiment être aussi à l'aise sur cette question-là. Sinon, on peut être en difficulté ou être moins pertinente dans ces actions. Et enfin, dernier élément, c'est vrai qu'on dit dans toutes les démarches projets qu'il faut évidemment que la gouvernance elle soit impliquée, qu'elle soit porteuse de ces sujets. Donc, c'est évidemment le cas pour l'égalité. Ça veut dire qu'il faut que le directeur, le président de CME ou la directrice, la présidente de CME soit engagé et envie de s'impliquer, d'impliquer la gouvernance dans les thématiques égalité. Mais du coup, il faut vraiment, dans ces fonctions de référente égalité, pouvoir aller faire des allers-retours pour bien fixer les limites du cadre d'intervention, comprendre la délégation que l'on peut avoir, ce sur quoi on peut travailler, ce sur quoi il faut les alerter, sur quoi il faut être attentif, vigilant. Donc, tout ça parce que c'est quand même des sujets touchy, les sujets d'égalité. Donc, être à l'aise et assumer pleinement ce rôle, c'est aussi être clair sur la délégation dont on dispose, les thématiques qui sont peut-être un peu plus réservées à l'espace direction générale président de CME pour pouvoir alimenter leurs réflexions et puis être bien au clair sur la ligne managériale et les décisions qui vont être prises. Donc ça, dans tout ce côté-là, assumer sa fonction, sa place de référente égalité, c'est ces petits trucs. Voilà. Pour assumer, il faut quand même être très au clair sur pourquoi on le fait, comment on le fait et comment on agit par rapport à la gouvernance. Sinon, on est renvoyé, convoqué à des choses qui peuvent être compliquées dans le quotidien. Ensuite, deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est dire que c'est pour moi nécessaire de prendre le temps de ces transformations, parce que quand on parle de thématique égalité, c'est vraiment une transformation de comment on envisage le travail ensemble, comment on envisage les responsabilités ensemble, hommes-femmes, responsables, managers, directeurs, médecins, membres du personnel, représentants du personnel. Donc, comment on va faire communauté ensemble. Donc ça prend du temps. Et ce temps-là, il faut se le laisser, il faut se l'autoriser. Donc, je crois, moi, qu'il faut un calendrier clair. On parle de gestion projet. Donc, ça peut être quelque chose qu'on utilise avec des lignes de criticité. Mais il ne faut pas avoir peur du temps parce que sur ces projets-là, très systémiques, très RH, qui touchent aussi les affaires médicales, qui sont des phénomènes sociologiques qu'on rencontre aussi dans la vie perso, qui ont des résonances à l'extérieur, on ne maîtrise pas tout. Et c'est un peu long, mais ça bouscule beaucoup. Donc, ce temps-là, il est jamais perdu.
Il faut se l'autoriser parce que je crois qu'il faut aussi doser ce que l'on fait par rapport à ce qui est acceptable à un moment donné dans son institution et doser aussi l'énergie, le temps, l'engagement que l'on met ou que l'on demande aux personnes avec qui on travaille ces questions-là pour ne pas s'épuiser non plus à donner trop d'énergie, à tirer beaucoup de choses si l'institution n'est pas prête. Donc parfois, il y a des choses qui sont un peu plus longues que ce qu'on a prévu, mais je crois que ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile ou ce n'est pas nécessaire, mais on n'est pas tous au même niveau d'information, d'acceptation aussi, en fait, de ce qui se joue autour de l'égalité. Moi, je dis souvent qu'on vient quand même toucher tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, des rapports de domination. Et donc ça, c'est des sujets très sensibles, quand on parle de sexisme, par exemple. Il ne suffit pas de mettre en place un numéro ou un dispositif d'alerte pour que ça s'arrête. Donc, on voit bien qu'il y a autre chose qui se joue. Donc, il faut évaluer, il faut faire des actions fortes, je crois, repérantes, identifiables, mais aussi se dire que c'est sur du temps long et s'autoriser ce temps long. Moi, j'ai l'impression que dans un hôpital, en tout cas dans ma pratique, on est toujours dans l'urgence, on élabore des projets, on fait, mais un hôpital, ça ne s'arrête jamais, donc on est un peu sur ce rythme effréné. Donc ça, ce rythme-là, il existe, il est aussi important à intégrer dans cette démarche projet, mais vraiment un calendrier clair et le temps nécessaire pour que ce soit vraiment quelque chose qui diffuse partout et correctement avec un bon niveau d'acceptabilité au sein de l'hôpital. Et enfin, dernier, je vois l'heure qui tourne, je suis très bavarde sur ces questions-là, moi. Dernière chose qu'on a mis en place à Béziers, que je n'avais pas forcément identifié précédemment et que je crois on assume aussi plus aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur la question de la sororité, de la confiance en soi des femmes et de l'empowerment au féminin. Donc ça, c'est des sujets qui pour moi aujourd'hui sont vraiment le cœur de ce qui fonde la réussite d'une politique égalité parce que les inégalités, le sexisme, tous les sujets que l'on peut traiter. En général, ils ne se passent pas dans mon bureau, ils ne se passent pas en comité de pilotage, ils ne se passent pas non plus en CTE, ça se passe ailleurs. Ça se passe voilà, dans des relations interpersonnelles, dans des vies d'équipe, dans des vies de service, dans des relations avec des patients aussi, parce que le sexisme, par exemple, ça peut aussi être de l'extérieur vis-à-vis des professionnels de l'hôpital. Donc, comment on arrive à donner plus confiance aux femmes parce que le sexisme, par exemple, on sait que ça altère beaucoup la confiance en soi dans des parcours professionnels, mais pas que, aussi dans la capacité à répondre, dans la capacité à être bien dans ses baskets et dans sa vie de femme. Donc, ce sujet-là, pour moi, c'est vraiment un sujet aujourd'hui essentiel. À Béziers, on a créé un groupe qui s'appelle Confiance en soi et Empowerment au féminin, qui est réservé aux femmes. Et ça, voilà, on l'a assumé, c'est-à-dire c'est que pour les femmes. Donc, on nous a évidemment demandé pourquoi il n'y avait pas d'hommes, etc. Et ça, c'est un sujet, en général, quand on travaille sur l'égalité, on nous dit toujours, mais il n'y a pas d'hommes, pourquoi il n'y a pas d'hommes, comment on va faire pour qu'il y ait des hommes qui viennent s'intéresser au sujet. Donc, pour moi, ça ne légitime pas une démarche qui est des hommes. C'est mieux s'il y en a, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de clivage. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. On est chacune en responsabilité et en capacité, normalement, de pouvoir apporter suffisamment de choses pour travailler et piloter une démarche égalité. Donc ça, la notion de confiance en soi et de sororité. Je voudrais évoquer un exemple récent qui m'a été donné par une collègue qui me disait, il y a un responsable là qui a une adjointe et puis en fait elle est en garde alternée et il a donné comme consigne, mais sans le lui dire à elle, de mettre des réunions quand elle a ses enfants pendant sa semaine de garde alternée à des heures où elle ne peut pas être là ou alors c'est très compliqué pour elle en fonction de l'école, de la nounou, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, alors, la première réaction, on a envie, ça provoque un peu un sentiment de colère, d'injustice, d'incompréhension.
Bon, et en fait, je lui dis, mais peut-être il faut le gérer autrement. Peut-être il faudrait voir avec la secrétaire, parce que c'est elle, en fait, qui gère les agendas. Moi, je gère mon agenda, mais c'est surtout mon assistante qui le gère. Donc, si elle me dit, c'est pas possible à 8 heures, c'est possible qu'à 8h30, 9h. Ben... Donc, essayer de peut-être un peu gérer ça avec beaucoup de sororité, pour pas frontalement, parce que parfois, ça marche pas, en fait, quand on fait des choses de manière frontale, ou le niveau d'acceptabilité, c'est ce dont je parlais précédemment. Parfois, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Et donc, on peut, si on arrive à travailler les notions de sororité, générer un cercle vertueux autour de l'égalité pour que les femmes au travail et les femmes au travail à l'hôpital, elles arrivent à concilier tout ce qui est dans la vie d'une personne qui travaille. D'ailleurs, au-delà, parce que les gardes alternés, ça peut aussi concerner les hommes. Donc, ça, c'est vraiment un sujet, je trouve, très, très riche et peu encore développé. Comment on fait des réseaux peut-être de femmes, comment on promeut la sororité, comment on gagne en confiance et comment on la promeut. Nous, on a mis en place un programme de mentorat. Donc, c'est aussi pour accompagner les projets professionnels et le développement de carrière des femmes. Comment on se laisse le choix de ce qu'on veut pour sa carrière à l'hôpital. Donc, ces sujets-là sont des sujets pour moi aujourd'hui au cœur du succès d'une démarche égalité. Je dirais aussi un dernier point que moi j'ai beaucoup appris en tant que professionnelle et en tant que femme en travaillant les questions d'égalité. C'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup enrichi et que je trouve vraiment passionnant. Donc, un dernier conseil, je suis un peu débordée sur le temps, c'est allez-y. Écoute, merci beaucoup. Je rebondis sur deux choses et j'ai une question parce qu'on a discuté il y a fort longtemps puisque c'est un tips qui avait été décalé. D'abord, je tiens à vous dire que comme je sais que vous êtes le bon public, on va peut-être arriver à monter un groupe de travail sur la violence faite aux soignantes en établissement et sur les addictions des femmes soignantes en établissement, car il y en a, mais c'est tabou. Donc, si j'ai ça, gardez-le en tête. Je vous enverrai un mail si j'arrive à monter ce groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un autre tips qui parle des remarques sexistes, qui est très intéressant à regarder, qui a été fait par une sexothérapeute qui est en établissement de santé et qui parle effectivement des jeux de pouvoir quand on fait des remarques sexistes. Et le dernier point, c'est une question que je te pose juste pour finir ça, parce qu'on a bien, tu as très bien coordonné, je n'ai pas besoin de faire de résumé. Tu parlais aussi de la grossesse chez les soignantes, qui était un sujet qui te tenait beaucoup à cœur, et c'est toi qui me l'as dit, parce que ça m'a marqué, et je m'en souviens très bien. Dans les états généraux, on a vu la courbe de salaire qui se casse au niveau de la grossesse pour les femmes et de la première grossesse, mais tu m'as dit même que les internes ne faisaient plus de bébés, parce qu'elles ne voulaient pas briser, entre guillemets, leur progression de leur carrière. Est-ce que tu as des idées pour justement faire en sorte que la maternité ne soit pas un frein à sa carrière en établissement de santé? Alors, j'en ai parlé à Santexpo la semaine dernière. Il y a 80% de femmes dans les hôpitaux, 50% ou 60% de femmes chez les médecins. Et on ne voit jamais de femmes avec des gros ventres dans les hôpitaux parce qu'elles s'arrêtent à peu près à la fin du 4e mois de grossesse. Donc, il y a une espèce de chose invisible, c'est-à-dire la grossesse au travail des personnels hospitaliers. C'est comme si ce n'était pas possible, à tel point qu'il n'y a qu'un fournisseur de tenues professionnelles pour femmes enceintes qui vend les trucs 10 fois plus cher parce qu'il n'en fabrique pas beaucoup, qu'on ne lui en demande pas. Donc, les femmes enceintes à l'hôpital, si elles veulent une tenue professionnelle, elles s'habillent comme un homme gros. Parce que c'est ça aujourd'hui. Donc, en fait, c'est assez inadapté pour le ventre, pour la poitrine. Enfin. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas de blouse. Il y a des tuniques, des pantalons, dans ce qu'on trouve chez un fournisseur, mais pas de blouse. Les blouses, c'est les médecins qui les utilisent. Et ça, c'est... voilà, on a essayé de décortiquer ça pour dire être enceinte, ce n'est pas une maladie. Néanmoins, c'est un état quand même de vulnérabilité particulier et on a des conditions de travail qui peuvent être incompatibles avec une grossesse sereine à l'hôpital. Donc, que ce soit en logistique, dans les soins ou vraiment pour l'activité médicale. Donc, on a créé tout un dispositif dans le cadre du plan d'action égalité pour faire en sorte que les femmes
qui sont enceintes puissent bénéficier d'aménagements particuliers. Donc, c'est comme ça, on a refait un formulaire RH et affaires médicales. Et donc, les femmes enceintes, quand elles déclarent leur grossesse, elles peuvent dire qu'elles veulent 1 heure de moins par jour, une tenue de grossesse, un poste aménagé, un rendez-vous pour discuter de comment concilier grossesse et travail. Parce que l'idée première, c'est aussi de considérer, et des études l'ont montré, que plus les femmes elles sont éloignées du monde du travail en raison de leur grossesse, plus leur carrière évolue de manière défavorable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que la littérature a aussi démontré, c'est que plus les femmes ont des enfants, plus ça a un impact négatif sur leur carrière, leur salaire, leur évolution, alors que chez les hommes, c'est l'inverse. Plus les hommes ont d'enfants, et c'est un accélérateur de carrière. Donc ça, c'est vraiment 2 éléments. Donc dire, la grossesse au travail, on peut et on doit faire des choses pour que les femmes enceintes qui n'ont pas de grossesse pathologique puissent trouver des conditions de travail à l'hôpital compatibles. Et il y a plein de postes que l'on peut aménager, imaginer. Il y a plus de 120 femmes enceintes tous les ans à l'hôpital de Béziers. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut imaginer, qu'on peut accompagner. Et travailler ensuite sur le retour. Parce que quand on revient après une naissance, et là qu'on soit la mère ou le père ou le coparent, eh ben, c'est compliqué ce retour au travail, parce que les modes de garde sont compliqués, parce que les enfants ils dorment pas bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'il faut retrouver un rythme, parce que c'est très compliqué, parce que votre service vous a attendu depuis 6 mois, donc il y a une charge aussi sur enfin de suite de retour. Donc ça, on a créé aussi une action particulière pour accompagner le retour après une naissance de la maman qui a accouché, mais aussi du coparent. Donc ça, c'est aussi inclusif et ça permet de travailler la parentalité et de ne pas être que sur les mères, parce que le congé parental aujourd'hui, le temps partiel, c'est encore vraiment pris à 99% uniquement par des femmes pour s'occuper ou de leurs enfants ou de leurs parents. Merci beaucoup j'étais sûre que cette question allait donner des réponses super. Alors, c'est à vous, femme de santé dans le public, entre guillemets, je ne sais pas quoi dire dans cette réunion en tout cas. Hello, pourquoi les enfants accélèrent-ils la carrière des hommes? Ben ça, moi, je ne sais pas répondre. Je sais que ça, c'est un constat, mais je pense que c'est dans les stéréotypes qu'on associe. Vous évoquez la virilité peut-être. Voilà, c'est tellement extraordinaire, un homme qui a plein d'enfants et qui arrive en plus à faire carrière. Il est vraiment très bien organisé. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment de les poser. Donc, je voulais déjà vous féliciter pour le travail que vous faites à Tuire puis à Béziers. Enfin, c'est vraiment remarquable et ce que je vais dire après n'occulte pas, mais que vraiment je suis très très impressionnée par tout ça. Moi, j'avais une remarque au sujet justement des hommes, puisque on dit souvent qu'il y a 80% des personnels hospitaliers qui sont des hommes. Et justement, il y a est-ce que quand on travaille sur des thématiques d'égalité, on ne doit pas aussi s'interroger sur des professions qui sont quasi exclusivement féminines et comment réhabiliter, entre guillemets, l'homme dans ces métiers-là pour que, par exemple, je pense en pédiatrie, les enfants aussi prennent l'habitude de voir qu'il y a des hommes qui s'occupent des enfants et que c'est normal, et que, etc. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que effectivement, quand vous évoquez la question de la garde alternée ou des nouvelles formes de parentalité, il y a vraiment énormément d'hommes, moi je le constate autour de moi, qui sont aussi coincés un peu dans l'ancien monde avec des espaces-temps de travail qui ne leur conviennent plus. Mais c'est un peu tabou pour eux que de l'évoquer. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi les intégrer dans nos réflexions pour créer de nouveaux espaces-temps de travail qui soient finalement à la satisfaction de tous? Alors, dans les hôpitaux, il y a 80% de femmes. Oui, c'est un lapsus. 20%, voilà, 20% d'hommes. Oui, il y a des corps, alors les médecins, c'est 50-50 à peu près. Il y a des métiers quasi exclusivement masculins, comme les personnels techniques, les personnels logistiques, voilà, les chauffeurs, les magasiniers en général, ce sont aussi exclusivement des hommes.
il peut y avoir aussi dans des services exclusivement des femmes. C'est un peu plus rare. Donc, comment on travaille ces questions-là? D'abord, on ne peut pas inventer les gens qui n'ont pas les compétences qu'on cherche. Donc, de manière sociologique, dans les études soignantes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, on ne peut pas dire on va recruter que des hommes. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas été le bon sujet. Donc, sur ces questions-là, on parle beaucoup de mixité. C'est-à-dire qu'il y a le plan d'action égalité, donc les thématiques égalité, il y a la mixité, la parité et la juste représentativité des femmes, c'est-à-dire sur des instances de gouvernance ou en termes de représentativité. Est-ce qu'on doit être sur de la parité, c'est-à-dire 50-50, ou est-ce qu'on doit être sur la juste proportion 80-20 ? Voilà, c'est des questions à se poser dans le cadre d'un plan d'action égalité, pour moi, mais peut-être pas au début, ça peut être après, mais en tout cas, c'est des vrais sujets. Et la mixité, ça peut être un objectif et ça doit être, à mon sens, un objectif dans les services. Mais dès lors qu'on l'a décrété, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, quand on recrute, ça veut dire qu'il faut dégenrer les fiches de poste. Donc, il faut de l'écriture et la féminisation, ça ne doit pas être le petit E entre parenthèses. Donc, c'est écrire complètement le nom du métier ou de la fonction au masculin et au féminin quand les deux sont possibles. C'est faire des entretiens de recrutement et se dire là, peut-être il faudrait de la mixité, donc on va attendre qu'il y ait des hommes, mais voilà, ça dépend aussi du contexte, de l'urgence du recrutement. Mais en tout cas, la parité ne peut pas être un objectif parce que de manière sociologique, il n'y a pas assez d'hommes dans les métiers soignants. Donc, c'est vraiment la mixité sur quoi il faut travailler. Et après, on est sur la notion de stéréotype, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a parfois des services qui disent on n'a pas d'hommes, alors on se sent en insécurité. Parce que les hommes, ça incarne la force, ça incarne voilà, le contenant qui peut venir sécuriser des situations complexes. Donc ça, c'est comment aussi on travaille sur c'est quoi être soignant, c'est quoi être soignant, infirmier, médecin, ou quel que soit le métier, quelles sont les compétences qu'on attend et comment on travaille le sujet de fond, par exemple, qui est celui de la gestion de la violence. Parce que les stéréotypes de genre, il y en a beaucoup en défaveur des femmes, mais vous l'avez dit, il peut y en avoir aussi en défaveur des hommes. Donc, c'est en ça que c'est très inclusif aussi de travailler sur les questions d'égalité, parce qu'on aborde ces sujets-là. D'ailleurs, souvent, les hommes disent, mais nous, on n'est pas... on est convoqués sur des choses où on est dans des caricatures, donc ils ne se retrouvent pas dans ces caricatures-là. Et c'est comment on leur offre aussi un espace de liberté qu'on veut développer pour les femmes. Donc ça, évidemment, c'est un sujet important. Alors, je rebondis juste pour une info. Il y a le CHU de Tours qui a fait une charte et dans laquelle ils ont un partenariat avec l'université pour aller vers de la mixité, justement, plus d'infirmiers, enfin bref, de dégenrer voilà, donc ils ont mis en place un gros partenariat là-dessus. Et il y a aussi le CHU de Lille, ça c'est le fruit des rencontres qu'on a eues, qui a développé une campagne de communication qui déstigmatise un métier en mettant, par exemple, la seule femme électricienne qu'ils ont, en disant, voilà, il n'y a que 3% ou 1% de femmes électriciennes dans le bâtiment, on aimerait bien qu'il y en ait plus, etc. Juste ça, c'est juste la parenthèse que je ferme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voudrais juste te dire par rapport à ça, parce que sur les services techniques, c'est vrai que c'est souvent une difficulté parce qu'il y a peu de femmes formées au métier technique. Mais que par exemple, si un établissement s'engage ou un employeur sur ces sujets-là, il faut se poser une question très pratique aussi des vestiaires, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité d'offrir des conditions de travail respectueuses ? Et donc, se dire, dans des services techniques ou des services très masculinisés, est-ce qu'on peut avoir un vestiaire correct pour les femmes ? Les équipes de sécurité aussi, par exemple, en général, c'est très, très rare d'avoir des femmes, mais quand il y a des femmes, est-ce qu'on peut leur proposer un vestiaire pour qu'elles puissent se changer en toute intimité et dans des conditions normales ? Parce que ça, c'est un sujet du quotidien et c'est un sujet très important dans comment on arrive à être bien dans une équipe. Bien vu. Il est 13h, donc ça dure une demi-heure. Est-ce que quelqu'un, c'est le moment ou jamais de poser des questions ou de demander des mises en relation? De toute façon, sur la plateforme, vous pouvez lancer des appels. Est-ce que vous avez encore des questions? Et Sophie, sinon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'important? Mais ce qu'on retient quand même, c'est de donner le temps, de bien s'inscrire dans le pourquoi, le comment, et avec la place de la gouvernance dans cette égalité des genres, développer la sororité locale
et le mentoring. Et puis, de ne pas hésiter à trouver ça super, parce que finalement, c'est très enrichissant. C'est très bien. Il y a beaucoup de surprises et de belles rencontres au niveau local, au niveau... et là, voilà, aujourd'hui, c'est une surprise pour moi et quelque chose qui est très agréable. Donc, merci beaucoup à toutes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rédiger leur plan d'égalité qui sont là. Et donc, il était très contente de pouvoir t'écouter, écouter tes conseils. Je te remercie beaucoup d'être une femme de santé d'une part et d'avoir partagé ton expertise pour qu'on puisse toutes être meilleures dans notre domaine, ou en tout cas dans un domaine vers lequel on veut aller dans la santé. C'était les tips des femmes de santé avec Sophie Barre et je vous remercie toutes de vous être loguées. N'hésitez pas si vous avez besoin de mise en relation, etc. Il faut nous envoyer un mail ou plutôt, c'est plus simple pour nous, j'avoue, lancer un appel sur la plateforme et d'aller sur la plateforme de temps en temps, puisqu'Émilie vous l'a développée pour vous, avec vous, et que finalement, elle ressemble un peu aux femmes de santé, c'est-à-dire qu'elle est conviviale et sympa. Voilà, enfin, je dis ça parce que c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à très, très, très bientôt.